Chaque année, plusieurs pays en Afrique de l'Ouest font face à des pluies torrentielles qui aboutissent souvent à des inondations. À leur tour, les inondations entraînent la mort, la destruction des biens et des récoltes et des épidémies. Quelle contribution des ONG dans la gestion des inondations et mieux, quel est leur impact? Nous répondrons à ces questions dans cette émission. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Impact des ONG dans la gestion des inondations, c'est le thème de cette émission. Et pour en discuter, nous recevons M. Marius Oku. Il est chef de projet réduction des risques de catastrophes en milieu urbain à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Marius Oku. Merci, M. Thomas. Toujours avec nous dans ce studio, Hervé Akpa, lui, il est chargé de projet à l'ONG Vie et Environnement. Bienvenue. Merci, M. Thomas. Par la même occasion, vous êtes sociologue. Ouais. D'accord, très bien. Je rappelle que le thème, c'est impact des ONG dans la gestion des inondations. La première question, elle est pour vous, Monsieur Oku. Comment fonctionne la Croix-Rouge en matière de gestion des catastrophes? Ok, avant de déjà répondre à cette question, je vais vous donner une brève définition de ce que c'est que la Croix-Rouge. Il faut dire que la Croix-Rouge est une structure humanitaire dont la mission est de prévenir et d'alléger les souffrances humaines en tout temps, en tout lieu, sans faire de discrimination. D'accord. Voilà. Donc, en termes de gestion de catastrophes, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a deux niveaux d'intervention. Elle est au niveau préparatif et elle est au niveau de la, qu'on appelle ça, la riposte, c'est-à-dire au niveau de l'assistance et autres. Au niveau des préparatifs, on a d'abord notre plan de contingence que nous actualisons chaque année. Et nous avons un plan de contingence inondation, un plan de contingence élection. Et chaque année, ce document passe en révision pour pouvoir l'adapter aux réalités du moment. Toujours au niveau de la préparation, nous avons des équipes d'alerte précoce qui existent dans nos branches locales à travers nos volontaires qui sont répartis ici 87 villes de la Côte d'Ivoire. Et nous avons 12 600 volontaires en Côte d'Ivoire. D'accord. Au cours de l'émission, nous verrons l'impact et l'influence, mais l'efficacité de cette structure. Au niveau de l'ONG Vie et Environnement, quelle est votre approche dans la gestion des inondations ou catastrophes? Déjà, l'ONG Vie et Environnement, c'est une structure qui travaille pour le bien-être des populations à différents niveaux. Pour les inondations, nous avons d'abord une phase d'étude qui nous permet de faire ressortir certains éléments sur un phénomène bien défini. Et puis après, nous passons à une phase de sensibilisation. Donc la phase de sensibilisation va nous permettre d'éclairer la lanterne sur le phénomène des différents acteurs qui sont en relation avec le phénomène donné. Donc si c'est une catastrophe naturelle ou une inondation, comme c'est le cas sur ce plateau, donc on va alerter la population. Et puis après, nous allons avoir des actions directes sur le terrain qui vont à l'endroit de ceux-mêmes qui sont atteints par le phénomène. Donc voilà un processus que nous mettons en place et chaque année nous faisons une évaluation pour l'adapter aux réalités sociales de chaque localité. Donc le fonctionnement va différer d'une localité à une autre parce que les localités n'ont pas les mêmes réalités. Et là, nous sommes en train de parler maintenant d'inondation en Côte d'Ivoire. Nous allons entrer dans l'état des lieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays, est une zone qui est victime de beaucoup d'inondations? Oui, Thomas, la situation elle est claire. La Côte d'Ivoire est victime de beaucoup d'inondations. Pas plus tard que, je crois, la semaine dernière, Toubassam, parlant du quartier France, était inondé. C'est maintenant que les eaux ont commencé à baisser au fur et à mesure. Il y a eu une pluie torrentielle pendant 3 jours. Il y a eu des victimes au niveau d'Abidjan. Donc oui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est aussi touché par l'inondation. Pas seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays, nous avons aussi des situations qui nous parviennent. Donc la Côte d'Ivoire, vraiment, est touchée par l'inondation. Et c'est un phénomène qui est réel, qui est exact. On le vit en Côte d'Ivoire. Et comme M. Oku l'a dit, au niveau de la Croix-Rouge, vous avez beaucoup de représentations sur l'ensemble du territoire. On est toujours dans l'état des lieux par rapport à la Côte d'Ivoire en matière d'inondation.
Oui, effectivement, au niveau de la Croix-Rouge, nous sommes représentés, comme je l'ai dit, dans 87 communes. Au niveau des inondations, il faut dire contrairement à l'année passée, selon l'évaluation des zones à risque, nous nous sommes retrouvés cette année à un nombre plus élevé contrairement à l'année passée. L'année passée, nous étions à 14 villes et l'évaluation se fait en fonction des zones qui ont déjà subi l'inondation, en fonction des zones qui sont aux abords des cours d'eau. Et cette année, on s'est retrouvé avec 28 zones. Selon les résultats de l'évaluation des zones à risque, nous sommes retrouvés avec 28 zones. Et là était pour nous un signal fort pour pouvoir déjà prépositionner nos équipes dans notre équipe des systèmes d'alerte précoce. On avait déjà ces résultats des évaluations. Donc, on avait du coup plus ou moins les zones où il pouvait y avoir des risques d'inondation, qu'on appelle communément les zones inondables. D'accord. Tout à l'heure, on va voir ensemble pourquoi tant d'inondations. Par exemple, en 2012, au Nigeria, il y a eu 363 personnes qui sont mortes en fin octobre dans la pire des inondations qu'a connue le pays depuis 50 ans. Environ 2 millions de déplacés et 618 000 maisons détruites. Et j'en passe. Au Niger, les inondations ont tué 65 personnes et laissé 125 000 autres sans abri. Donc il y a beaucoup de conséquences. Je voudrais ensemble qu'on puisse suivre cet élément de nos confrères sur un reportage qu'ils ont effectué dans la ville de Grand Bassam, justement sur les inondations. Et nous revenons dans quelques instants pour la suite des échanges. Grand Bassam, station balnéaire ivoirienne, située à 12 km d'Abidjan, était la première capitale de la Côte d'Ivoire. La vieille ville qui attire nombre de touristes incitant entre la mer et la lagune. Mais ces derniers jours, les pluies diluviennes survenues ont engendré la crue de la lagune, plongeant la ville sous les eaux. Voilà le pont, tout ça là. La lagune à bas, aujourd'hui, c'est monté. Et certains traversaient le village. Bon voilà. Là, il y a là aussi le restaurant quai, qui est tout près de là, qui est noyé. Ici, au quartier France, l'un des plus emblématiques et des plus visités de Grand Bassam, des rues et des maisons ont changé de locataire. L'eau de la lagune est la nouvelle propriétaire de ces endroits. C'est la désolation totale des populations. Comme on habite à côté de l'eau et puis les pluies tout là, il y a des fois on voit les serpents, les crocodiles, ouais, les crabes poilus là, tout ça là. Notre maison, tout est rempli. Donc ça là même, ça peut rentrer dans la maison là. C'est ici, dans ces locaux du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, que les premiers sinistrés ont été accueillis. Un centre provisoire selon les autorités. Là, femmes, hommes et enfants se réfugient depuis maintenant quelques jours. Au nombre de 513, ces familles sinistrées sollicitent de l'aide, de bonne volonté et de l'État ivoirien. Des personnes qui sont mortes dans leur maison sans savoir ce qui leur arrivait parce que le courant les a électrocutés à cause d'une montée de l'introduction de l'eau dans leur prise. Donc il faut que l'État nous aide. On a besoin de manger, on a besoin du soutien de tout. On a besoin d'argent pour se soutenir. De nombreuses dispositions ont été prises. D'abord, il fallait recaser les populations sinistrées, ce qui a été fait ici au FDFP. D'autres sites de recasement sont envisagés et pour recevoir l'afflux des sinistrés. Cette situation survient au moment où ce peuple lagunaire prépare sa fête annuelle, l'Abissa, un moment de réjouissance qui marque l'année nouvelle du peuple Nzima Kotoko. 10 cas de décès sont déjà enregistrés dans le rang des sinistrés. Nous sommes de retour en plateau. Comme vous l'avez suivi, messieurs, chers invités, la ville balnéaire de Grand Bassam a été victime donc d'inondations. Monsieur Oku, qu'est-ce qui pourrait expliquer de telles inondations? Ok, il faut dire que les inondations, les causes sont assez multiples. Elles sont assez multiples. Elles peuvent provenir de l'action de l'homme. On l'a constaté à Abidjan depuis l'année passée, où les constructions anarchiques ont dû boucher des caniveaux et l'eau, ne sachant pas où passer, se ferait un chemin et du coup le chemin peut être le domicile de certains concitoyens. En dehors de l'action de l'homme, elle peut être causée par l'effet naturel. On a constaté dans certains pays le phénomène de tsunami. Voilà. Et en dehors de ça, en Côte d'Ivoire, ce qui est plus remarquable, c'est la sortie de cours d'eau de l'Eni. Donc voici un peu les deux causes qui peuvent provoquer l'inondation, l'action de l'homme et l'effet naturel. On prend l'exemple de la sortie
d'un cours d'eau de Sony. Dans le cas de l'inondation à Grand Bassam, M. Abervé, qu'est-ce qui explique la sortie de l'eau de son nid? De son nid, oui. Il y a, M. Oku le disait tout à l'heure, il y a l'effet de l'homme. Il y a les actions humaines que l'homme pose en réalité. Donc vous voyez, quand l'eau sort de son lit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de le faire, qui n'est plus là, qui n'est plus existant. Et cette chose-là, c'est ce que nous appelons communément l'arbre. Vous avez vu, il y a l'urbanisation qui est allée jusqu'à détruire certaines forêts autour des eaux. Donc les forêts qui sont autour des eaux ne sont pas fortuites. Elles sont là justement pour aider l'eau à être canalisée. Elles ont un rôle assez important. Donc quand vous détruisez les arbres autour, c'est le résultat qui suit. Donc la conséquence, c'est que l'eau sort de son lit. Ce n'est pas seulement à Bassam. Peut-être qu'à Bassam, c'est criard parce qu'il y a une inondation. Mais quand vous allez à l'ouest, il y a des fleuves qui sont sortis de la lit. Donc, parce que l'homme a travaillé négativement sur son environnement. Il a travaillé négativement sur les arbres qui existaient. C'est pourquoi nous, on dit qu'il faut, avant de couper un arbre, connaître l'importance de pourquoi est-ce qu'il est planté à cet endroit bien précis. Donc, il y a ces actions-là qui ont provoqué certainement les inondations. Sinon, Bassam existe il y a très longtemps. On se souvient qu'à Bassam, il y avait des arbres centenaires qui ont été coupés pour justement. Des constructions. Des constructions, il y a plein de plantations qui ont été rasées pour certaines activités économiques, etc. Donc, c'est la conséquence de ce que nous avons fait. D'accord, parlons de conséquences. Monsieur Oku, vous qui êtes sur le terrain, qu'avez-vous observé en termes de conséquences? Il faut dire que les conséquences de l'inondation touchent différents domaines, que ce soit l'éducation. On a vu ici des établissements qui ont été traversés par l'eau. Du coup, les élèves n'ont plus droit à les salles de classe. Il agit aussi sur le domaine économique, parce que l'année passée, il y a une dame que nous avons identifiée qui a vu son panier de poissons disparaître dans les eaux. Or, c'est de ça, elle nourrissait sa famille. Ça peut agir sur le plan économique. Même, ça peut faire aussi des dégâts au niveau de la perte en vies humaines. Matériel, vies humaines, écoles, les routes. On a vu des villages qui, à cause de l'inondation, n'avaient plus à manger parce que la voie qui permettait de transporter la nourriture d'un point A à leur niveau n'existait plus parce que l'inondation avait cassé le pont. Donc, c'est des conséquences qui sont vraiment dramatiques. À vue d'œil, quand tu te trouves face à ces populations, tu penses qu'il faut aller plus loin pour pouvoir leur apporter l'assistance nécessaire. Donc, voici un peu les conséquences. Ça se trouve dans différents domaines. Justement, parlant d'assistance, vous, en tant que sociologue, l'état d'esprit des sinistrés, les sinistres ne se produisent pas qu'en zone urbaine, même à l'intérieur du pays, il y a ce genre d'inondation. En fait, quand vous allez sur le terrain, les gens sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils pensent qu'on ne fait pas trop pour eux. Parce qu'ils se disent que c'est la conséquence directe des actions de développement que eux ils récoltent en fait. Donc il y a un esprit, on va dire un état de frustration d'abord, mais après il faut leur expliquer qu'eux aussi ils sont acteurs de ce qui les arrive. Donc il y a cet état-là qui existe. Et puis après quand on veut aider les sinistrés, il faut tenir compte de leurs attentes. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a perdu, comme M. Oku vient de le dire, a perdu un panier de poissons, qu'après, vous lui donnerez un autre panier de poissons. Donc, justement, quand vous lui donnez un panier de poissons, où est-ce qu'elle s'installe par la suite? Il a dit que des ponts ont été cassés, qui ont empêché certaines populations d'aller vers les localités de récolte, de production alimentaire. Donc, il faut réfléchir à quels sont les besoins de ces populations-là en fonction de les réalités. Les besoins de ces populations. Une des conséquences dont M. Oku n'a pas fait cas, c'est l'exode des populations. Dans une zone qui est inondée, il y a l'exode. Et l'exode va créer une forme de démographie dans une autre localité. Et ça va agir, ça va avoir un impact sur la qualité, sur l'économie de cette localité. Et il y a le volet santé également, quand les gens sont entassés, sont regroupés.
Il y a le volet santé, il y aura maintenant la salubrité qu'il faut gérer, parce que avant on avait des ménages qui avaient, je dis n'importe quoi, une tonne d'ordures produits chaque semaine. Maintenant, on aura peut-être au-delà du ménage, le double des ménages. Et comment gérer ces ordures-là? Donc si c'est mal géré, comme vous le dites, il y aura des maladies qui après viendront, des épidémies, et ça sera encore un problème pour nos différents États africains. On se rend compte que la question des inondations n'est pas seulement l'affaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule à être victime. On a vu dans la sous-région et même dans d'autres pays européens, il y a des inondations. Mais, Monsieur Oku, est-ce qu'on n'est pas à l'abri à un certain moment des inondations par rapport aux actions que les ONG mènent? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que par rapport aux actions que les ONG mènent, on n'arrivera pas un jour à être à l'abri des inondations? Pour être à l'abri de l'inondation, il faut aller déjà vers les causes. Si on veut être à l'abri des inondations pour des actions durables, il serait intéressant déjà qu'on essaye de revoir les causes. On a besoin vraiment d'une bonne éducation de notre population concernant l'utilisation de leur environnement. Comme Hervé l'a dit, l'action de l'homme qui concerne la mauvaise utilisation de son environnement est souvent la cause de l'inondation. Donc si on veut avoir vraiment des solutions durables face à cette situation, c'est l'éducation de nos populations qu'il faut revoir. C'est vrai que dans certains moments, des commentaires ont trouvé que enlever certaines maisons, certains édifices sur des caniveaux était l'action déplacée, mais en réalité c'est des actions qui sauvent des vies. Parce que quand il n'y a pas de conséquences, on ne voit pas la cause. Or, nous en tant qu'ONG, en tant que structure humanitaire, on fait l'évaluation des risques avant de poser l'acte. On sait déjà que là où tu es exposé à tel danger. La sensibilisation va suivre. Mais si tu t'entêtes, c'est arrivé au pire que vous verrez les conséquences de ce qu'on vous disait depuis lors. D'accord, très bien. Les populations sont souvent délocalisées puisqu'elles ne peuvent plus vivre sur l'endroit qui a été sinistré. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, les gouvernants, je veux dire, ou les ONG, pour accompagner ces populations-là à se reloger et à continuer à vivre dans de bonnes conditions? Oui, après se reloger, c'est un grand budget, donc un travail, un énorme travail économique. Mais moi, je voudrais toucher du doigt le problème des ONG. Les ONG travaillent de façon disparate. Quand vous êtes dispersés sur le terrain, vos actions ne sont pas pertinentes. Pas de grande portée. Non, pas de grande portée, justement. Donc, il faut avoir des actions assez comment dire, coordonnées, qui soient ensemble. Même tout à l'heure, vous avez cité des exemples d'inondations dans différents pays. Donc, nos gouvernants doivent travailler à cela. Créer un système ou mettre en place une plateforme qui travaille à la réduction des risques, des catastrophes naturelles. Donc, il faut avoir une symbiose dans les différentes actions. Les ONG qui travaillent au niveau des inondations, qui travaillent dans le domaine de ces différentes catastrophes, doivent travailler ensemble, doivent se mettre ensemble, trouver un système national qui soit équitable pour les différentes populations. Et puis après, elles pourront bien réfléchir aux différentes réalités quant au déplacement des populations. Si on ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge, qui est une grande structure, a ses chiffres. Nous sommes sur le terrain, nous avons nos chiffres. Des ONG ont des chiffres. On a vu des responsables comme des députés l'an dernier poser des actions sporadiques par rapport aux inondations. Tout ça, c'est bon, mais si on les met ensemble, on pourra trouver le nœud du problème. Et comme il a dit, mieux sensibiliser nos populations qui comprendront que construire sur une voie, un canal qui laisse passer l'eau est dangereux pour nous-mêmes et pour notre environnement. C'est ensemble qu'on est beaucoup plus fort. Je voulais revenir un peu sur la coordination au niveau des ONG. Il faut dire que depuis l'expérience de l'année passée, bien que les ONG et l'État ne s'est pas vite pris, mais il faut dire que depuis l'année passée, il y a une coordination qui est mise en place. Elle se dénomme le CCE, le Comité de coordination élargi, qui prend en compte les agents du système des Nations Unies, le ministère de la Solidarité, la Croix-Rouge et d'autres structures, d'autres ONG.
depuis l'année passée, on a dû batailler pour que ce comité soit mis en place. Au début, c'était difficile. Qu'est-ce qui nous a interpellés? On s'est retrouvés dans des endroits où les sinistrés avaient des aliments et ils ne pouvaient pas les rendre en nourriture parce que chacun voulait faire des dons. Et des dons en dons, il arrivait que le geste n'était pas pertinent, ne répondait pas aux besoins des sinistrés. Donc, depuis cette année, les inondations ont commencé et depuis un moment, les réunions de coordination ont repris. Il est même prévu des missions d'évaluation multisectorielle dans toutes les zones où il y a eu une inondation pour pouvoir avoir une réaction assez efficace, durable et efficiente au niveau de nos communautés. Donc, ce qu'il a dit, au début, c'était difficile, mais depuis l'expérience de l'année passée, c'est quelque chose qui existe. Il y a le comité de gestion des catastrophes même qui existe, mais là où on doit mettre l'accent, c'est sur la redynamisation de ce comité. D'accord. Au niveau de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous êtes saisi ou bien comment est-ce que vous vous auto-saisissez en période pareille d'inondation, de catastrophe? D'accord. Il faut dire grâce à notre représentation nationale, on a la remontée systématique d'informations concernant les données des sinistrés des zones. Donc, si vous remarquez, généralement, dans les réunions de comité de coordination, c'est les chiffres de la Croix-Rouge qui sont mis au devant. Parce que dès les premières heures, en fonction de la préparation, on sait déjà la zone qui est susceptible de subir l'inondation. Nos équipes sont déjà en alerte, le recyclage de ces équipes-là est déjà fait bien avant que la situation arrive. Et lorsque nous avons les prévisions météorologiques, le système d'alerte est déjà activé et la remontée d'informations est assez automatique avec une fiche d'évaluation rapide qui a été validée par le comité de coordination élargie avec le ministère, tout ça. Donc ces fiches-là se trouvent déjà dans nos différentes localités où nous sommes représentés. Donc du coup, toutefois que la situation se présente, que ce soit le ministère, que ce soit les agents du système des Nations Unies, automatiquement, c'est les données de la Croix-Rouge qui sont généralement utilisées. Parce qu'avec eux, c'est pas parce qu'on leur donne les données que c'est fini. Il y a une vérification, une consolidation de ces données-là à travers une mission multisectorielle. D'accord, parlons des défis. Le cas 2019 est en train de se couler avec ce que la Côte d'Ivoire a connu. Quels sont les défis des ONG en matière de consolidation de leurs actions, de leur impact dans la gestion des catastrophes, M. Apayori? Oui, il faut accentuer les différentes actions. Ça, c'est le défi majeur. Il faut accentuer les différentes actions, surtout en termes de sensibilisation. Vous voyez, nous sommes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, nous avons nos réalités. Donc en termes de sensibilisation, il faut vraiment avoir plus d'accent. Donc mettre plus d'accent sur la sensibilisation. La sensibilisation au niveau même des populations, de façon directe. Il faut sensibiliser, il faut présenter. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ce qui est difficile, c'est qu'on a fait de tout un tabou. Vous voyez, si je ne me rends pas compte que la petite plaie que j'ai sur mon pied peut devenir une grande plaie pour laquelle on peut m'amputer le pied, je ne me prendrai pas si tôt pour soigner la plaie. Donc, il faut me montrer au-delà le pied même qui est coupé pour que j'ai, entre guillemets, un choc dans l'esprit pour savoir que c'est un danger que je cours si je ne fais pas attention. Donc, il faut préparer l'esprit de la population pour que chacun prenne conscience que ce qu'il est en train de faire peut, n'est-ce pas, détruire lui-même sa vie. Donc, sa vie dépend, la vie de sa famille en dépend, la vie de sa nation, de ses voisins, etc. Donc, quand il pose une action, il met en danger et lui-même et tout son environnement y compris. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Et puis, comme il a dit, continuer de travailler en symbiose et aider l'État de Côte d'Ivoire à continuer les actions. L'État a déjà posé des actions, l'État continue de le faire. Il faut que les ONG travaillent à cela. Il faut faire la remontée d'informations. Monsieur Okou? Oui, en termes de défis, il faut dire que, comme il a si bien dit, la sensibilisation comme mode de prévention. Mais quand la situation arrive, qu'est-ce qu'on fait?
généralement, à quoi nous sommes confrontés comme défi. Voilà pourquoi j'ai demandé une redynamisation des comités de coordination. Et en plus de ça, il faut aller plus loin. Les sinistrés qui sont devant nous, n'imaginons pas l'assistance à leur place. Une évaluation des besoins de ces personnes-là nous permettra de mener des actions assez concrètes et assez efficaces. Au niveau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, il y a une modalité d'assistance que nous mettons en application aujourd'hui, qui est le cash transfert. Aujourd'hui, quand on fait l'évaluation, plusieurs familles peuvent avoir différents besoins. Ce qu'on fait, on évalue, par exemple, en fonction du panier de la ménagère, combien peut suffire à une famille pour un mois. En termes, si elle a besoin encore des ustensiles de cuisine pour une famille, quels sont les ustensiles dont elle a besoin pour le moment pour s'installer, ainsi de suite. Et ça fait un package qu'on donne en termes de CFA. Et ce n'est pas de main à main. On le fait de sorte que une structure de mobile money donne des puces, ouvre des comptes aux bénéficiaires et la personne a son argent directement. Ça ne passe pas dans la main d'autrui pour ne pas qu'il y ait des retenues. Ce qui te revient de droit te vient directement. Donc, c'est une modalité que la Croix-Rouge Côte d'Ivoire met à la disposition en cas de catastrophe ou sinistré. Nous sommes prêts à le partager avec toutes les structures qui voudraient bien utiliser cette modalité. Elle est vraiment, on ne peut pas dire à 100%, mais elle est vraiment crédible. Très bien. Ce qui revient aux bénéficiaires lui vient directement. Merci, Monsieur Marius Oku. Je rappelle que vous êtes chef de projet réduction des risques de catastrophes en milieu urbain à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Monsieur Hervé Akpa, qui lui est chargé de projet à l'ONG Vie et Environnement. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Le thème de cette émission, impact des ONG dans la gestion des inondations. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.